BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Avec ce soir Sébastien Lemonnier et Franck Dixmier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Sébastien Lemonnier, gérant au PCVM pour Mansartis, et Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. On respire un tout petit peu là en cette fin de semaine, après avoir perdu quand même 3,5% depuis lundi. On récupère un tout petit peu de terrain là sur le CAC. Est-ce que vous vous dites, Sébastien, que ça peut malgré tout être de bonne augure pour lundi, ou comme Alexandre, vous restez très très prudent avant le référendum? Alors déjà, faire une prévision sur un an, j'ai du mal, mais alors sur une journée sur l'autre encore moins. Non, c'est pas une surprise. Nous, chez Mansartis, on a des comités d'investissement réguliers à peu près une fois par mois. On voit les allocations. Et il y a un mois, en fait, à la fois autour de la table, les différents gérants sur les États-Unis, sur l'Asie, le Japon et moi sur l'Europe, déjà on avait moins d'idées. C'était plus difficile de trouver des idées. En tout cas, il faut dénicher peut-être plus petit, ou vraiment en faisant vraiment un gros travail du stock picking. Et puis de l'autre côté, on s'est dit, même si les investisseurs connaissent le risque, ils se réveillent toujours à la fin. Donc on avait eu tendance à réduire notre exposition action. Moi, sur le fonds européen, j'ai pas forcément réduit aujourd'hui. J'avais à peu près déjà quand même un peu de 5, 6, 7, 8% de cash. Après, je fais mon stock picking de façon intelligente. Le résultat sera binaire et je pense que les conséquences seront binaires. Ça restera volatile. J'ai juste hâte, en quelque sorte, même si je regarde pas mes cours de bourse tous les jours, en quelque sorte, enfin surtout pas toutes les heures. J'ai surtout hâte que ça passe et qu'on puisse y voir plus clair. Oui. À quoi s'attendre la semaine prochaine, Franck Dixmier, avec ce référendum jeudi prochain, là, lundi matin, quand vous allez vous réveiller et démarrer cette semaine boursière? Vous serez dans quel état d'esprit là avant cette course d'obstacles qu'on va sans doute vivre en bourse? Oui, enfin, notre point de vue, c'est que les marchés vont rester extrêmement versatiles jusqu'au résultat, qui ne sera connu qu'au milieu de la nuit entre jeudi et vendredi. Et il est fort à parier qu'on ait encore donc beaucoup de volatilité, avec des ajustements d'exposition importants, liés sans doute à des résultats sur des sondages qui donneraient la victoire d'un camp ou de l'autre. Il faut bien voir que ce qu'on a vécu en fait cette semaine, c'est typique d'un phénomène d'aversion au risque. On avait une certaine complaisance des marchés qui avait l'air de prendre ce risque de sortie du Royaume-Uni de façon un peu lointaine. C'est vrai que les derniers sondages nous ont un peu réveillés, ont réveillé le marché. Et classiquement, dans ces cas-là, on voit la formation de primes de risque sur les actifs les plus risqués obligataires. Donc on parle du marché du crédit, investment grade ou high yield. Les spreads de la périphérie aussi se sont fortement écartés. On s'est écarté d'à peu près 40 BP quand même sur une semaine, sur le spread par exemple entre l'Italie et l'Allemagne. Et comme en football, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Donc de gros reports d'investissement sur le Bund qui est entré en territoire négatif, le 10 ans Bund qu'on a vu à moins 0,03%, donc moins 3 BP cette semaine. Et évidemment, enfin, les cours actuels, les niveaux actuels de taux ne sont absolument pas des niveaux d'équilibre. Donc on a un résultat tranché, c'est quand même la beauté de ce référendum. À la fin, on aura quand même une certitude, soit ils restent, soit ils sortent. Mais il est évident que les marchés vont pas en rester là. Oui. Avec cette question des banques centrales, les marchés paniquent à l'idée d'un possible Brexit, sauf qu'en face, les banques centrales agiraient sans aucun doute. On entend de plus en plus d'ailleurs parler d'une possible action concertée à venir des banques centrales si les Britanniques souhaitent sortir de l'Union européenne. Il pourrait être là l'éventuel filet de sécurité pour les marchés? Oui et non. Oui, d'une façon ultime. Et pour le bon fonctionnement du système bancaire notamment, il y a déjà des accords de swap qui sont scellés entre banques centrales pour permettre donc d'avoir des liquidités, pour faire face en termes de liquidités et notamment en devises. Mais on ne voit pas la Banque centrale européenne, si vous voulez, agir dès le premier jour pour aller soutenir les marchés obligataires. Il nous semble quand même qu'il y a un élément de temps à prendre en compte. La seule justification réelle pour la Banque centrale dans une action, ce serait que la stabilité des prix soit en danger, que la stabilité financière soit en danger. Donc une phase de forte volatilité sur un jour ou deux n'a aucun sens. Donc nous, on voit plutôt la Banque centrale européenne agir si effectivement on s'enfonce dans un environnement de plus en plus chaotique, de plus en plus volatile, avec des corrections massives, des coupures d'exposition massives, qui se traduiraient par les spreads qui monteraient sur des niveaux qu'on a vus il n'y a pas si longtemps, enfin peut-être en 2012. D'accord. Donc quand on parle d'action possible concertée des banques centrales, il ne faut pas imaginer la BCE, mais plutôt par exemple la Banque d'Angleterre, voire la Banque du Japon aussi, si jamais le yen se mettait à flamber à la hausse, comme il a déjà fait il y a quelques jours. C'est plutôt sur les devises, effectivement. Sans doute des interventions sur les devises et aussi des interventions pour donner des liquidités en devises aux investisseurs et aux banques.
Sébastien, vous suivez particulièrement en plus ce marché britannique avec un fonds particulièrement exposé à 6 jours de ce référendum. Vous avez tendance à limiter quand même votre exposition au sein de ce fonds, ou comment on alloue l'exposition là, parce que c'est quand même très très glissant. Oui et non, parce que faire un pari sur une sortie ou sur le statu quo, en fait, je pense que c'est un vrai pari risqué en quelque sorte. Moi, j'ai une conviction, alors je ne sais pas si elle sera le cas, je pense que s'ils sortent, c'est une catastrophe, mais sur les marchés, à la fois parce que ça reste une inconnue, en quelque sorte, vraiment les conséquences. Mettez-vous à la place aussi de l'investisseur anglo-saxon et surtout américain qui fait quand même une grosse partie des volumes. C'est déjà un peu le bazar en Europe. Il y a quand même des pays sans gouvernement. Quand il y a eu la réunion à Bruxelles justement avec les Anglais, ça a été quand même aussi le bazar. J'ai un peu de doute sur la capacité des hommes politiques à gérer cette situation. Donc je pense que ça peut être un moment assez dur pour le marché. Donc là, il faudra être très réactif. Moi, c'est plutôt ce que j'ai en tête. Et à l'inverse, et d'ailleurs la séance d'aujourd'hui le montre, parce que moi j'ai un vrai fonds européen, donc j'ai à peu près 25-30% du fonds sur des valeurs anglaises. Aujourd'hui, j'ai des titres qui rebondissent, mais très fortement, de 6-8%. Alors c'est ceux qui vont être très domestiques, qui vont être par exemple dans la distribution, qui sont forcément les plus exposés, parce qu'il y a eu quelques craintes, le consommateur anglais est pragmatique. Donc je préfère pas faire de paris, j'ai pas de boule de cristal, je fais quand même confiance à l'anglais que je connais bien et j'investis quand même depuis longtemps sur ce marché. Il y a un niveau de pragmatisme qui est assez important, la connaissance économique est aussi assez important. Ils sont pragmatiques, mais ils sont aussi très excentriques parfois, c'est bon. Ouais, mais le business, ça reste le business. Ouais. Et j'étais à Londres il y a un mois et demi, et un anglais chauffeur de taxi, parce que je trouve ça plus intéressant que parler avec des gens de la City, qu'avec vraiment des locaux, me disait, mais si vous faisiez le référendum, est-ce que vous resteriez? Et je pense que non. Ou en tout cas, je pense que ce serait beaucoup plus chaud en France parce qu'aussi, la connaissance économique, les impacts, etc. est plus faible et les discours populistes marchent mieux. Moi, je regarde plutôt les sondages des bookmakers. Historiquement, ça marche bien. Et pourquoi je les regarde? C'est parce que c'est les gens qui vont aller voter, qui jouent. Donc je préfère regarder ça. Maintenant, je vous dis, j'ai pas de boule de cristal, il faudra juste être réactif. Nous, on a un comité d'investissement le matin même. J'ai préparé différents ordres d'achat ou de vente selon ce qui se passera. Mais voilà, il va falloir être pragmatique et discipliné, pas paniquer, et puis on verra. D'accord. Tout est prêt pour le jeudi soir ou le vendredi matin quand on connaîtra les résultats du référendum. Et auparavant, au long de la semaine, là, vous allez surtout attendre. Ça va être une semaine où finalement vous allez sans doute décider de ne pas être très actif sur le marché, surtout avant ce référendum. Je suis un gérant long terme, donc déjà je suis pas très actif. J'investis sur les sociétés à 3 à 5 ans. Quand j'ai commencé à acheter des sociétés, je parlais par exemple de Pendragon, qui est un distributeur automobile anglais, mais qui fait 2/3 de son activité sur les voitures d'occasion et sur la maintenance, donc il est un peu moins exposé malgré tout aux effets aussi de devises. Quand j'ai fait ma position il y a quelques mois, j'ai pas fait ça par rapport au Brexit, donc j'ai par contre des demi-positions sur certaines lignes, et justement je serai pragmatique. Ça fait partie du gérant en fait, ce Brexit, c'est finalement on en a de plus en plus ce genre de choses, donc ça fait partie d'une stratégie d'investissement de bon sens, de long terme, d'une diversification de portefeuille, c'est important, et voilà. Mais vous vous dites qu'il est quand même pricé ce Brexit là, après la chute des marchés de 8-9% ou pas encore? On verrait une nouvelle onde de choc en cas de vote. Il l'est pas du tout, à mon sens. Il était déjà pas vraiment avant. Il est encore moins. Je pense que le marché des devises a été un peu plus efficace, mais le marché action est toujours en général le moins bon. Et par ailleurs, je pense qu'en fait, même s'ils sortent, il y aura la nouvelle du jour, mais il y aura surtout les réactions des hommes politiques de demain, en fait. En France, on sera dans une période électorale. Je suis quasiment persuadé que certaines personnes un peu populistes mettront peut-être ça sur la table. Je crois qu'en République tchèque, ils ont déjà mentionné que si l'Angleterre sortait, ils sortiraient peut-être aussi. Donc voilà, ça va être compliqué, et les pays sans doute du Sud vont être attaqués au niveau de la dette, quoi. Franck, même si la Grande-Bretagne décidait de rester finalement dans l'Union européenne, le mal aura été fait, et ce débat-là se poursuivra en Europe de toute façon. Non, mais c'est évident. Là, les Anglais ont brisé un tabou. Ils portent une responsabilité énorme, une responsabilité historique. C'est une folie totale. D'ailleurs, pour des raisons purement domestiques électorales, de mettre en danger la construction européenne. Bravo, Monsieur Cameron. Bon, le mal est fait. Un tabou a été brisé. Ce qu'on craint effectivement, ce sont des phénomènes de contagion. Quel que soit le résultat, il y a déjà des membres historiques de la construction européenne dont on connaît un peu la fragilité aujourd'hui. Je pense aux Pays-Bas.
Pays-Bas, la Finlande, des pays de l'Est, mais enfin qui nous ont rejoints assez récemment. Donc il y aurait peut-être un peu moins d'impact, des impacts économiques, mais vraiment marginaux. Mais par contre, en termes de perception, en termes de crédibilité de cet édifice, forcément le mal est fait. Donc ça peut justifier beaucoup d'interrogations et donc des primes de risque sur les marchés. Déjà pour nous Européens, cette construction européenne est quand même difficile à comprendre, difficile de saisir tous les enjeux politiques, parce qu'il y a beaucoup aussi de considérations intérieures dans les prises de parole publiques des leaders européens. Donc imaginez pour un investisseur international, l'Europe devient un casse-tête. Sébastien. Non, je suis d'accord. Après, je voulais juste rebondir où c'est assez peu mentionné et c'est un doute encore, mais je pense qu'il faut y réfléchir. À l'inverse, s'il reste... Morgan Stanley prévoit s'il reste un rebond des marchés actions de 10%. Non, mais s'il reste, vous avez des politiciens anglais qui ont le soutien de leur peuple et qui peuvent aller voir Merkel, Hollande, qui s'entendent pas. Et dire, voilà, parce qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Il y a le Bruxelles, finalement, on a parlé des choses qui étaient un peu populistes. Mais il y a 3 ans, quand il a lancé le sujet, l'idée, c'était vraiment le traité économique européen et ce genre de choses. Si demain, il a l'appui du peuple, peut-être qu'il ira voir Merkel en disant, bon, bah, maintenant, on veut rester dans l'Europe avec un peu l'aspect un peu paradoxal, mais on peut peut-être créer quelque chose qu'on attend beaucoup, puisque la Banque centrale travaille. Les hommes politiques ont quand même beaucoup plus de mal à travailler dans les différents pays européens. C'est sans doute ce qui fait que la croissance est molle et n'est pas assez vigoureuse. Ça pourra peut-être, j'en sais pas, mais ça pourra aussi peut-être être un vrai catalyste. Donc, du mal pourrait sortir un bien. C'est en ça où tout à l'heure je disais ce sera binaire. Et réforme de l'Europe, enfin encore qu'il y ait des élections l'an prochain, en France et en Allemagne. Vous imaginez des grandes décisions là pour réformer l'Europe avant les élections en France et en Allemagne? Les intentions, en tout cas, ça peut éviter des vrais discours encore plus populistes que ce qu'on subit tous les jours. Allez, on poursuit. Franck, un petit mot là-dessus? Oui, alors... Et là, je dirais, je n'y crois pas trop. Il y a eu un rapport qui a été mis sur la table l'an dernier, le rapport des 5 présidents, qui fixait un avenir, en fait, un avenir institutionnel aussi pour l'Europe. Personne n'en veut aujourd'hui. Personne n'en veut. Personne ne l'assume. Quand on voit les difficultés déjà sur tout le débat sur l'union bancaire, notamment avec une position allemande absolument intransigeante, on peut mesurer comme les difficultés qu'on a devant nous. Allez, le CAC 40 clôture malgré tout cette semaine. Pour l'instant, hausse de 0,8%. La vraie clôture, ce sera dans 3 minutes et on va la vivre en direct sur BFM Business. À tout de suite pour la suite du Club de la Bourse. C'est la clôture de cette semaine boursière. On va la vivre en direct avec Alexandre Baradez depuis IG. Rebonsoir Alexandre. Bonsoir. Et alors, je ne rêve pas, on clôture en hausse sur le CAC 40 cette semaine compliquée, plus 0,7% finalement. Oui, plus 0,7%, donc évidemment un bilan hebdomadaire qui est largement négatif, et surtout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la nature de ce rebond qui pose évidemment beaucoup de questions. Est-ce qu'on a touché un bottom, est-ce qu'on a touché un support sur les 4100 points pour le CAC, et est-ce qu'on est déjà en train de construire une phase de hausse, ou est-ce qu'on est juste dans une phase de répit avant 4 jours ou 3 jours la semaine prochaine qui risque d'être relativement volatile, et donc avec un risque de rechute. Ce qu'on voit en tout cas depuis quelques minutes déjà, alors on va voir si ça se poursuit ce soir après la clôture et sur les futurs notamment et le cash US, c'est qu'on voit que par exemple les indices US qui avaient ouvert relativement haut sont en train de rendre leurs gains, en train de repartir à la baisse. On a également autre chose qu'il faut surveiller et qui selon moi va être un élément clé en fait dans le comportement des marchés. C'est un repère particulier, c'est la livre par rapport au dollar en fait. C'est l'évolution de la devise britannique. Quand vous regardez sur un graphique extrêmement long terme, c'est très visuel en fait. Sur 30 ans d'évolution de la devise par rapport au dollar, bien vous avez des tests sur la zone des 1,40. Une fois dans les années 80, une fois dans les années 90, une autre fois crise des subprimes, bulle internet, et on retombe maintenant sur ce 1,40. Et donc la probabilité de passer en dessous et d'aller beaucoup plus bas est très élevée, ce qui veut donc dire retour du risque aussi, et donc potentiellement risque sur les marchés actions. Donc le sentiment, c'est qu'effectivement la volatilité devrait rester quand même relativement élevée. Je pense que les indices US peuvent encore aller plus bas, que la livre peut passer sous le 1,40, et il y a un facteur aujourd'hui aggravant, je trouve clairement aggravant, au-delà du débat sur le Brexit, c'est la position de James Bullard, donc très médiatique, très surveillé par les marchés, et qui a clairement changé son fusil d'épaule, qui est devenu colombe, qui ne voit plus qu'une seule hausse de taux sur les 30 prochains mois. Donc ça, effectivement, ça a eu un impact clair sur les marchés américains qui, pour l'instant, retracent. Donc ça se cumule à la question du Brexit. Et donc, voilà, je pense que ça reste une période très compliquée pour les marchés US. La clôture de ce soir sera riche d'enseignements pour l'ouverture lundi et éventuellement la poursuite jusqu'au référendum. Oui, justement, vous parlez des marchés US dont vous craignez une correction. On rejoint sur place Sabrina Quagliozzi au siège du Nasdaq. C'est vrai que Sabrina, aujourd'hui en tout cas, Wall Street sous-performe par rapport à l'Europe.
Oui, effectivement, ne nous en voulez pas. Il semble bien qu'on sera sur une forte baisse en clôture. En tout cas, pour le moment, on accélère même le repli. On est sur les plus bas niveaux de la séance côté Wall Street sur les 3 indices. Le Dow Jones perd 0,6%, 17 618 points. Le S&P 500 de son côté recule de 0,7%. On est à 2064 points sur l'indice. Quant au Nasdaq, c'est un repli plus marqué de tout juste 1% à 4 794 points. Vous l'avez dit, votre invité en parle. On parle depuis ce matin. Effectivement, ces commentaires de James Bullard, le Brexit, tout cela vient s'ajouter donc à cette humeur négative du jour. Ajouter à cela des interrogations sur Apple en Chine avec ces informations du Wall Street Journal. Le groupe aurait copié un fabricant chinois. En tout cas, c'est ce que les autorités chinoises mettent en avant et indiquent qu'elles pourraient interdire les ventes de l'iPhone 6 en Chine. Le groupe Apple va faire appel de cette décision, bien entendu, et indique que tous ces modèles sont toujours accessibles en vente sur le marché chinois aujourd'hui. Le titre, malgré tout, perd 2%. Très rapidement, les autres valeurs du jour. Vous avez Oracle qui grimpe avec une progression d'un petit peu plus de 2% suite à ces chiffres supérieurs aux attentes. Viacom dans les médias prend 0,4% avec toujours ces interrogations sur le board de la société avec des batailles judiciaires qui s'enchaînent. On semble quand même voir une porte de sortie. Le titre du coup profite de cela, plus 0,4% malgré une révision à la baisse de son chiffre d'affaires sur le trimestre en cours, dû notamment à la déception concernant le dernier Tortue Ninja. Et puis Smith & Wesson qui prend 9%, le fabricant d'armes qui a publié des résultats supérieurs aux attentes, des prévisions rehaussées. Enfin, le deal du jour, c'est Elisabeth Arden dans le secteur des cosmétiques qui prend 48% grâce à son rachat par Revlon, une opération de plus de 800 millions de dollars, dette comprise. Merci Sabrina, puis on entendait votre voisine, le niveau sonore est élevé au siège du Nasdaq cet après-midi. Bon courage, c'est la correspondante chinoise au siège du Nasdaq qu'on entend assez régulièrement à vos côtés. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouvera tout à l'heure pour le suivi de cette séance américaine. Et bonjour à votre voisine. Donc alors qu'à Paris, ça y est, c'est le fixing et on termine cette semaine en hausse de 0,98% pour le CAC 40, plus 0,98 à 4194 points précisément. Donc on termine sur un petit rebond cette semaine qui aura été compliqué sur l'ensemble de la semaine. On perd toujours plus de 2%. Du côté des valeurs, ce sont les banques qui aujourd'hui rebondissent le plus. Ce sont elles qui avaient le plus souffert, c'est vrai, ces derniers jours. Donc aujourd'hui, Société Générale gagne en clôture 6,5%, 32,87 €. Crédit Agricole gagne 4,8%. BNP Paribas gagne 3,8%. Les valeurs liées aux matières premières et au pétrole aussi rebondissent. Après plusieurs séances de baisse, le baril de Brent remonte. Aujourd'hui, résultat Technip clôture aujourd'hui en hausse de 4,7%. Technip, troisième plus forte hausse du CAC 40. Et puis certaines valeurs automobiles aussi rebondissent en ce vendredi soir. Peugeot gagne plus de 4%. À la baisse, à l'inverse, Pernod Ricard, Danone ou encore le titre Vivendi, des valeurs traditionnellement jugées défensives et qui donc signent les plus fortes baisses. Pernod Ricard perd 1%, Danone perd 0,66%, puis Orange aussi en repli de 0,7%. Voilà donc le palmarès. On perd sur l'ensemble de la semaine plus de 2%, malgré le rebond du jour, plus 0,98 à Paris, 4194 points sur le CAC 40. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos experts, Franck Dixmier pour Alliance Global Investors et Sébastien Lemonnier pour Mansartis. Les marchés donc qui restent volatiles, fébriles à 6 jours du référendum britannique, on en a beaucoup parlé, puis qui doivent aussi, c'est vrai, digérer les doutes des banquiers centraux et notamment des membres de la Réserve fédérale américaine. C'était Janet Yellen il y a 2 jours qui a annoncé et confirmé le statu quo monétaire. Et puis aujourd'hui, James Bullard, et Alexandre en parlait longuement, James Bullard, un faucon qui est en train de retourner sa veste là et qui nous dit que finalement une seule hausse de taux pourrait suffire d'ici 2018. Ça, c'est un signe de pessimisme ? Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu de mal à décoder, c'est le moins qu'on puisse dire, le positionnement de la Fed. On a quand même la banque centrale de l'économie la plus puissante au monde, qui dispose d'un arsenal statistique absolument exhaustif. Donc s'il y a un acteur économique qui connaît l'état de l'économie américaine, c'est la Fed, et notamment via son réseau avec les Fed régionales. Et depuis à peu près 18 mois, on a des discours totalement contradictoires des membres de la Fed. On a une banque centrale qui se devrait, compte tenu de sa responsabilité, de sa position, adopter une attitude réellement stratégique dans la conduite de sa politique monétaire.
et qui est capable, avec les commentaires de ses membres les plus éminents, dont James Bullard, finalement d'envoyer un message totalement flou au marché, un message qui dérive d'un chiffre, le rapport emploi de la semaine dernière, qui n'était pas mauvais d'ailleurs. Alors certes, les créations d'emplois ont déçu, mais on peut le regarder différemment. Quand vous regardez des sous-composantes, vous avez par exemple les ouvertures de postes, donc les créations de postes, qui sont pratiquement au plus haut. Vous avez les demandes d'allocation chômage qui sont un plus bas depuis les années 70. Ouais. Vous avez un taux de chômage de 4,7%. Vous avez d'ores et déjà une inflation salariale dans les tuyaux. Les chiffres de consommation aussi très positifs. Des chiffres de consommation avec les retail sales, donc très très positifs. Donc la Fed a tous les arguments pour justifier d'une hausse des taux. Et la Fed est en train de devenir le problème, alors qu'elle devrait être la solution quelque part. Donc ça devient un petit peu inquiétant. Et le diagnostic qu'elle lance d'ailleurs sur l'état de santé de l'économie américaine est totalement flou et pas de nature franchement à rassurer les investisseurs. Bon, et quand un faucon retourne sa veste et nous dit que finalement une seule hausse d'auto d'ici 2018 devrait suffire, vous vous dites que si même un faucon le pense, c'est que finalement la lecture qu'a la Fed de l'économie américaine et qu'ont ses membres de l'économie américaine est en train quand même de se retourner à la baisse vers plus de pessimisme. Non, mais le problème, c'est cette cacophonie, si vous voulez, des membres de la Fed. Ouais. La Fed, c'était cette semaine, a publié ses nouvelles prévisions. Donc, d'une façon tout à fait officielle, on a 2 hausses de taux qui sont prévues par les membres de la Fed cette année, avec moins de suffrages que précédemment, mais en moyenne, c'est quand même 2 hausses de taux. Alors certes, après, on peut faire du cherry picking, choisir l'un et l'autre et voir un peu ce qu'ils pensent. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faut regarder les chiffres, regarder des évolutions fondamentales. D'accord. L'inflation n'est pas un problème aujourd'hui, elle le sera demain si la Fed n'agit pas. Donc elle se doit d'agir. Sébastien, est-ce que ça pose problème la Fed, d'autant plus que Wall Street est plus chèrement valorisé que l'Europe? Est-ce que ces incertitudes autour de la Fed risquent de plomber Wall Street? Est-ce qu'après la sous-performance européenne, on risque pas au deuxième semestre d'observer une sous-performance des marchés américains? Je vais être très caricatural, mais je l'assume totalement. Je pense qu'on ferait mieux d'éteindre nos écrans, d'écouter ces gens parler. Pour moi, ça fait partie des bruits. Je sais que je suis un investisseur value et contrariant, mais malgré tout, quand on essaie de suivre cette approche, c'est en effet, comme vous l'avez dit, c'est la cacophonie. Donc, à la limite, allumer l'écran pour regarder le foot ou comme moi le rugby ce soir. Mais il est vraiment contrariant. Chez Mansartis, on passe plutôt notre temps à aller visiter les sociétés. Ma collègue américaine est partie il y a 15 jours aux États-Unis. Elle est revenue, au-delà d'avoir visité des sociétés, comme moi je vais le faire en Europe récemment, j'étais en Italie et en Espagne, c'est visiter les entreprises. Là, c'est la meilleure information. Et puis, se balader dans les magasins, dans les restaurants, voir comment ça se passe. C'est la vraie information. Aujourd'hui, je vais faire un autre parallèle. Si vous regardez les informations sur n'importe quelle chaîne en France, c'est quand même assez déprimant. Oui. Vous n'allez pas oublier d'aller, je sais pas, faire vos courses ou voir vos amis. Il y a quand même des gens qui sont heureux. Donc, il faut relativiser. Mais ça, c'est le métier du gérant, de prendre du recul. Donc, désolé d'avoir été assez caricatural. Ce que j'entends des sociétés, ou même ce que Julie Jourdan, qui gère les États-Unis, a eu, en fait, de son retour, les choses vont plutôt pas mal. Alors c'est vrai, ça se normalise. Après, il y a des industries. Si je prends l'industrie, par exemple, automobile et surtout les camions, on a eu des pics, mais ça, c'était pas forcément nouveau. Donc si on regarde ces chiffres-là, ça va être assez mauvais. En revanche, les gens continuent de consommer. A priori, il y a une inflation à la fois dans les salaires, mais vraiment dans la vie de tous les jours, où les gens qui habitent là-bas et qui se rendent compte que la vie est un peu plus chère. Donc la vérité, elle est peut-être entre les deux. Il faut aussi parfois se méfier des entreprises. Mais voilà, après, je pense que c'est surtout d'autres sujets sur les politiques centrales, les niveaux de taux qui sont aussi faibles et la croissance Mais l'économie réelle que vous sondez à travers ces nombreuses rencontres que vous avez avec les entreprises, les chefs d'entreprise, et vous les avez enchaînées, les rencontres ces 2 derniers mois, un peu partout en Europe, vous le disiez, en Italie et encore ailleurs. Ils vous disent quoi, les chefs d'entreprise? Qui sont eux-mêmes inquiets, ou au contraire, ce retour de la croissance en Europe les porte, les rend à nouveau plus optimistes et les entreprises finalement voient leurs perspectives s'améliorer malgré l'ambiance un peu morose? Alors vraiment, sur l'Europe, il y a peu de mauvaises nouvelles. Quand je dis mauvaise nouvelle, c'est pas forcément que en absolu, c'est aussi par rapport aux attentes du marché, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors, hormis peut-être au UK où en effet il y a eu des mauvaises nouvelles, parce que justement par rapport au pragmatisme, le consommateur se dit je vais attendre éventuellement avant de consommer, je vais sortir un petit peu moins. Mais même dans la construction, en France, c'est quand même un des pays les pires sur la construction. On a des chiffres qui sont pas terrible, mais qui se stabilise, ça va mieux. Et comme vous avez beaucoup de sociétés européennes qui ont quand même fait beaucoup le job ces dernières années en restructuration, qui génèrent du bon cash flow, si demain l'environnement s'améliore un petit peu,
il y a un vrai levier en fait. Après, il va falloir être assez discriminant entre les valeurs. Il y a eu, je pense, une mode depuis 2-3 ans qui s'explique, parce que quand on ne sait pas dans quoi investir, on investit par défaut. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie conviction que les taux vont rester bas très longtemps, qu'on n'aura pas de croissance. Donc on a ces écarts de valorisation. Moi qui suis avec une approche value, je vois il y a des écarts de valorisation qui sont historiques entre les valeurs défensives, visibles, que tout le monde veut, parce que même si ça fait 2% de rendement, c'est mieux qu'un quelque chose de négatif, et les valeurs cycliques que personne ne veut. Moi, j'aime pas investir par défaut, j'aime investir par conviction, comme si c'était mon argent personnel. Donc, j'ai pas envie de prendre de risques à aller là où tout le monde va. En revanche, en étant discriminant, et on l'a vu sur le premier trimestre, personne ne voulait des matières premières et du pétrole. J'ai été contrariant, ça a été un peu dur, mais finalement ça a plutôt fonctionné. Les fondamentaux qui donc continuent, bon an mal an, de s'améliorer en Europe. Alexandre Baradez, ces fondamentaux, une fois le référendum britannique passé, si jamais les Britanniques décident de rester dans le Royaume-Uni, on va se réintéresser à ces fondamentaux qui s'améliorent en Europe. Et à Wall Street, à ce dollar qui recule, tout ça malgré tout pourrait porter un rebond assez net sur les marchés après le référendum britannique. Encore une fois, si les Britanniques restent dans l'Union. Oui, j'en suis absolument convaincu. C'est qu'en fait, c'est ça qui en ce moment fait que le marché, il faut s'y intéresser qu'à très court terme sur la phase de baisse, parce que je pense qu'une fois que le frein sera levé, s'il l'est jeudi prochain, il y a quasiment plus d'obstacles. Il restera quoi? Les élections espagnoles à la fin du mois. Il y aura la décision de la Cour allemande sur l'OMT le 21 mai, donc le 21 juin, donc c'est un petit peu avant le référendum. Mais au-delà de ça, la Grèce est réglée. Et donc je partage l'avis de vos deux invités en fait. Votre premier invité qui expliquait qu'effectivement il y a les bases pour remonter les taux. Les bases sont largement là. Le PCE, l'IPC, les salaires qui progresse, il y a effectivement les matières premières, surtout qui ont rebondi largement depuis le début de l'année. Il y a un terrain qui est totalement favorable à une nouvelle remontée de taux. Et je pense même que les marchés US seraient, je vais pas dire satisfaits, mais ce serait pas perçu comme une menace comme ça l'avait été finalement au quatrième trimestre. Et quand vous regardez le niveau de pessimisme des prévisions, donc tout ce qui est futur Fed Fund notamment, quand on voit qu'on est à 12 ou 13% d'anticipation pour un relèvement en juillet et aucune hausse pricée avant 2017, ça semble totalement déraisonnable. C'est-à-dire, je pense qu'on aura effectivement au moins une hausse de taux en 2016, donc ces marchés sont ultra pessimistes et les rendements sont beaucoup trop bas même sur le taux 10 ans. Ça c'est le premier constat. Deuxième constat effectivement de Sébastien Lemonnier, c'est sur la question effectivement de la zone euro. Moi je suis clairement bullish pour le deuxième semestre sur la zone euro parce que je pense que là on est dans une dernière poussée excessive, peut-être liée à la spéculation aussi, cette phase de baisse, mais je pense que s'il y a pas de Brexit, où sont les freins si vous voulez? Après il n'y a plus beaucoup de freins. Donc ce qui ajoute à court terme, si vous voulez, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, l'extension des sanctions contre la Russie, c'est Lagarde qui se montre, qui explique que ça va être un problème mondial, c'est la Brexit, etc. Voilà, c'est les déclarations qui s'accumulent jusqu'à jeudi prochain. Si on passe jeudi correctement, à court terme, il y aura encore un peu de volatilité, mais je pense que ce sont des niveaux intéressants sur les indices européens. Pour ceux qui visent 4, 6, 8 mois d'objectifs derrière, je pense que déjà les niveaux actuels sont des niveaux favorables pour des stratégies longues à horizon 2-3 trimestres. Voilà, encore une fois, si les Britanniques votent le maintien dans l'Union européenne, et ce serait sans doute une autre affaire si le Brexit l'emportait. Merci beaucoup Alexandre Baradez en direct avec nous depuis IG. On vous rappelle la clôture du CAC aujourd'hui, plus 0,98%, on est à 4193 points, mais on perd quand même plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Et on poursuit ce club de la bourse jusqu'à 18h dans un instant. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Avec ce soir Sébastien Lemonnier pour Mansartis et Franck Dixmier pour Alliance Global Investors. Le CAC qui termine, on vous le rappelle, cette semaine boursière en hausse de 0,98%, 4193 points. Les autres marchés européens aussi rebondissent. Mais sur l'ensemble de la semaine, pas de miracle, on aura perdu plus de 2% sur l'indice parisien. Franck Dixmier, l'autre grande leçon de la semaine, on a beaucoup parlé bien sûr du Brexit, cette fébrilité qui va encore durer quelques séances. Évidemment, jusqu'au référendum britannique, on a parlé de la Fed et de ses incertitudes, ses doutes sur l'état de l'économie américaine, et puis il y a les taux négatifs. Ça, c'est l'autre événement de la semaine, les taux qui sont passés négatifs sur le 10 ans allemand désormais, même sur le 17 ans japonais. On se rapproche des très très longues échéances à quasiment 20 ans là sur le Japon. Ouais. Il y a des masses énormes maintenant sur le marché obligataire qui sont passées en territoire négatif. Est-ce qu'on l'observe là? Est-ce que c'est une supernova qui est en train de se constituer? Comme le disait l'autre jour Bill Gross, le fameux gérant star, l'ex-gérant star de PIMCO, il disait que voilà, sur ce marché obligataire, c'est une supernova qui se forme et qui, comme toute supernova, finira par un jour exploser. Oui, alors ça représente aujourd'hui un montant considérable. Il y a à peu près 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards de dollars de papier obligataire en territoire négatif aujourd'hui. Donc c'est quoi un taux négatif? C'est une taxe, grosso modo. Vous payez l'émetteur pour lui prêter de l'argent, ce qui est complètement délirant. Donc on marche sur la tête. Mais on a un environnement technique
qui est totalement propice en fait à ce genre de phénomène. Quand des banques centrales vont très très loin en instaurant des taxes sur les dépôts bancaires, donc le fameux taux de dépôt négatif, que ce soit au Japon ou que ce soit en Suisse, mais surtout que ce soit en Europe, enfin en zone euro, avec le taux négatif de la BCE qui est à moins 0,40, ce qui veut dire que toutes les liquidités excédentaires des banques sont taxées donc à 40 BP. Forcément, vous entraînez les courbes de taux dans ce territoire négatif. Donc, c'est vraiment le reflet de ces politiques monétaires de plus en plus agressives. C'est aussi le reflet, quelque part, du manque de réformes structurelles. On est incapable, en mettant en œuvre des réformes, à rehausser le potentiel de croissance dans les économies développées. On a détruit des capacités pour des montants absolument considérables en 2008 et en 2009, pendant la crise. Et on voit que derrière, les banques centrales mettent tout en œuvre, réellement, pour soutenir l'activité, pour contrer des menaces déflationnistes dans l'économie. Et les taux négatifs, c'est le prix à payer pour ça. Donc, quelque part, c'est l'euthanasie des rentiers. Vous avez plus de rendement sur les produits classiques d'assurance vie. Vous n'avez plus de rendement sur les livrets d'épargne classiques des banques. Mais il faut voir aussi que tout ça s'inscrit dans une politique qui est bien assumée de forcer l'argent à se mettre au travail. Un taux de dépôt négatif pour une banque, c'est quelque part la forcer à faire son métier, donc à financer l'économie. Et des rendements décroissants sur les livrets d'assurance vie, c'est une incitation très très forte pour les épargnants. Donc ça a aussi des effets vertueux. Et les crédits repartent un peu en Europe quand même, grâce à ces taux qu'on décrit là, qu'on critique, taux négatifs. Et ça, c'est la bonne nouvelle, mais Dieu merci, tout de même. C'est la bonne nouvelle. Le cycle du crédit repart en Europe. Donc on a touché un point bas il y a à peu près 18 mois sur le crédit, ça repart. Et surtout, les conditions de refinancement des entreprises en Europe, maintenant, se sont uniformisées. Il n'y a plus ce biais domestique. Oui. Du coup, Sébastien, il y a des valeurs, il y a des groupes qui se portent bien, et vous insistiez là-dessus tout à l'heure, vous qui êtes stock picker d'ailleurs, quels groupes vous séduisent là? Il y a encore des bonnes affaires à réaliser sur le marché malgré la volatilité? Enfin, il y en a quasiment presque toujours, et je pense qu'il y en a, mais après il faut aussi avoir une approche via la valorisation. La valorisation, c'est quoi? C'est ce que le marché pense d'une société. Aujourd'hui, vous avez plein de sociétés qui sont justement par rapport à cet environnement jugées comme visibles, de qualité, qui se sont jamais payées aussi cher. Parce que justement, on a l'impression que c'est de la sécurité et tout va bien. Et donc là, quand je vois ça, en fait, les investisseurs se disent tiens, il y a un peu de croissance, le monde va bien. Et puis de l'autre côté, j'ai toutes les valeurs cycliques. Alors c'était encore pire il n'y a pas très longtemps sur les matières premières, où justement les valorisations sont totalement à la casse. ArcelorMittal, je crois, à 3 € sur l'augmentation de capital, on était à 30% des fonds propres, quoi. C'était quand même assez dingue. Et donc pour moi, je me dis, sur une partie de la cote, le marché se trompe. Donc là, il faut être assez sélectif. Alors je vous ai souvent parlé sur le plateau de valeurs justement un peu contrariantes, qui étaient cycliques, comme dans la construction, du SIG en Angleterre, ou du Imerys par exemple en France. Après, dans la construction d'un portefeuille, il faut aussi avoir une diversification pour pas être trop dépendant à chaque fois de ces aléas, parce que dès d'avoir cette approche-là, ça peut prendre du temps, ça fait 3-4 ans que ça dure. Maintenant, je me dis que ça va être compliqué pour les banques centrales de faire plus, donc la probabilité que je finisse par avoir raison est en train plutôt d'augmenter. Mais du coup, j'essaye aussi de chercher des histoires qui sont assez indépendantes, et en anglais on dit self-help story. Alors j'ai beaucoup parlé de valeurs étrangères, j'ai parlé d'une valeur française, Parrot, tout simplement. Parrot, c'est assez bien connu maintenant sur les drones. Je vais pas vendre l'histoire de drones, mais je vais vraiment partir de la valorisation. Parrot, on a à peu près 430 millions de market cap donc sur la société. Avec l'augmentation de capital, on a 300 millions de cash. On a une activité automobile qui brûle pas de cash, qui va sans doute en générer un peu plus demain, mais on va même pas partir de ce point de vue-là. Et on va prendre la book value, donc la valeur dans les comptes de l'activité, c'est 90 millions. Donc vous avez à peu près 35-45 millions de valorisation pour la partie drone. La partie drone fait 180 millions, un peu plus de 180 millions de chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est donné. Alors c'est une société qui, à mon avis, n'est pas bien connue, qui a déçu par le passé. Les drones, ça peut faire peur, on ne sait pas trop la réglementation. Mais quand on fait vraiment son travail, je pense qu'il y a une opportunité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de brokers qui suivent la société. Moi, j'adore ça parce que ça veut dire que le niveau de connaissance est relativement faible. Peut-être que demain, ça changera, je l'espère. J'ai du mal d'ailleurs à imaginer qu'à 450 millions de capitaux boursières, le titre soit
être pas couverts par plus de brokers small et mid cap. Donc voilà, je pense que c'est une idée. Et puis peut-être que dans 5 ans, des personnes vous en parleront sur le plateau avec des histoires de croissance complètement dingues. Et là, ce sera un titre où je serai sorti. Bon, vous préférez Parrot au secteur bancaire en bourse, très clairement. Je préfère investir en ce que je comprends. Voilà, c'est vrai qu'avec les taux négatifs, elles souffrent les banques, même si aujourd'hui il y a un rebond technique assez notable quand même. On rappelle la Société Générale en clôture plus 6,5%, le Crédit Agricole plus 4,8% et le CAC 40 plus 0,98%. Donc on termine sur une bonne note cette semaine en Europe et on va tout de suite voir comment ça se passe également à Wall Street sur les marchés américains. Les marchés avec RSM, le réseau d'audit expertise et conseil qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Avec Sabrina Quagliuzzi qu'on rejoint sur place en direct depuis Manhattan au siège du Nasdaq. Sabrina, Wall Street toujours dans le rouge. Un petit peu différent ici, avec le rouge qui l'emporte depuis ce matin sur les 3 indices américains qui sont actuellement sur les plus bas niveaux de la séance. On recule de 0,6% sur le Dow Jones, on est à 17 628 points. Le S&P 500 cède 0,6%, 2085 points. Quant au Nasdaq, 65 points, pardon. Quant au Nasdaq, c'est une baisse de tout juste 1%, 4798 points. Toujours en tête, bien sûr, le Brexit. On n'a pas trop apprécié les commentaires de James Bullard, membre de la Fed, président de la Fed de Saint-Louis, qui table sur une croissance faible sur les 30 prochains mois et sur une hausse de taux d'intérêt. Il a un petit peu changé donc son discours et cela pèse donc sur l'humeur des investisseurs. On a une statistique concernant le marché immobilier avec les mises en chantier qui ont reculé de 0,3% sur le mois de mai, les permis de construire de leur côté, ce qui rassure un petit peu, plus 0,7%. Côté entreprise, on a Apple qui pèse sur le compartiment tech avec un repli de 2,1%, des inquiétudes sur la Chine avec les autorités qui veulent interdire la vente de l'iPhone 6. Le groupe aurait enfreint un brevet d'un autre fabricant chinois. Le géant américain fait appel, bien sûr, et indique que pour le moment, tous ces iPhones sont en vente. Le titre à $95. Oracle, plus 2,1%. C'est une valeur en hausse avec des chiffres supérieurs aux attentes. Vous avez Smith & Wesson qui prend 7,5%. Les ventes d'armes explosent ici avec des chiffres supérieurs aux attentes, des prévisions qui ont été rehaussées. Enfin, le deal du jour, Elizabeth Arden dans la beauté avec une progression de 49% suite au rachat de son rachat par Revlon pour $800 millions. Dette comprise. Voilà donc pour cette séance américaine, le rouge pour le moment à la mi-séance. Dow Jones recule de 0,6%. Merci Sabrina, on vous retrouvera bien sûr pour la clôture des marchés US dans le rouge Wall Street, mais le CAC 40 clôture cette semaine en hausse de 0,98%. Merci à nos deux invités du Club de la Bourse ce soir, Franck Dixmier pour Alliance Global Investors. Merci beaucoup Franck et merci à vous Sébastien Lemonnier, gérant pour Mansartis. Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez Guillaume Paul pour l'Orach et nous on se donne rendez-vous lundi bien sûr pour Intégral Placement dès 10h lundi matin et Intégral Bourse à partir de 15h et le retour de Grégoire Favé. Très bon week-end. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.